Et oui, encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie, la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, on continue nos sessions de flânage ensemble. Top Pot est produit au Québec et nous célébrons cette semaine le 4e anniversaire de la légalisation du cannabis au Canada. Les consommateurs ont de bonnes raisons de se réjouir, même si tout est loin d'être parfait. Alors, ensemble, imaginons ce qui se passait il y a 4 ans avant la légalisation. Vous souvenez-vous de votre dernière visite à votre gars, votre travailleur social, comme je préfère dire? Donc, on avait accès à quelques produits dont on ne savait rien. Moi, mon dernier travailleur social, il avait plusieurs gros pots de bonbons remplis de belles fleurs qui disparaissaient rapidement. Donc, le produit était toujours bon, frais. Parfois, à l'occasion, il faisait des biscuits véganes pour moi et pour ses autres clients. Les semaines où nous étions très chanceux, il y avait aussi des concentrés, parfois un peu de hache, parfois de l'huile, mais beaucoup plus rarement. Donc, sans dire que le consommateur a le bon bout du bâton aujourd'hui en 2022 au Québec et dans le reste du Canada, on peut dire que notre position n'a jamais été aussi bonne. Évidemment, et c'est le travail d'un parti comme le Bloc Pot, la légalisation est loin d'être parfaite. Donc, en 2022, nous sommes encore dans une situation où des gens, des Québécois, Québécoises, ne peuvent pas fumer chez eux ou sur leur territoire. Ainsi, par exemple, des gens qui sont locataires sont interdits de fumer dans leur appartement. Ils ne peuvent pas fumer sur le terrain de l'immeuble où ils vivent. Ils ne peuvent pas fumer dans leur véhicule, même stationné, même sans les clés. Ils ne peuvent pas fumer sur les pistes de vélo et encore moins à vélo. Donc, il serait injuste de se contenter de ce que l'on a. Par contre, on peut très bien être reconnaissant de ce qui existe. Alors aujourd'hui, c'est avant tout l'occasion de reconnaître les progrès et de célébrer également les producteurs qui travaillent très durement pour proposer des cultivars dont on ne savait rien il y a à peine quelques mois. C'est le temps de reconnaître leur courage ou leur inconscience, c'est selon. Certains de ces entrepreneurs qui n'avaient jamais réussi à faire pousser un pissenlit de leur vie au complet, eh bien, ils sont maintenant à la tête d'entreprises qui vendent des tonnes de cannabis. Et derrière ces entrepreneurs, il y a une armée de travailleuses et de travailleurs qui, chaque jour, se présentent à l'usine pour produire des fleurs et plein de produits dérivés. Alors aujourd'hui, c'est principalement à eux que l'épisode est dédié. Travailleurs et travailleuses, merci et beau travail. Alors, tous ces humains bossent très dur pour produire des fleurs, juste des fleurs, mais quelles fleurs! Alors, vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot et que je suis sans invité, je prends un petit café, une seconde. Et MJ? Ouais, tu as fêté la légalisation? Tu fêtes à tous les jours? OK. Mon habituel, s'il te plaît. OK. Alors, on peut commencer entre nous par regarder quels sont les acquis positifs de la légalisation. Spontanément, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un approvisionnement sûr. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les produits sont testés. Il y a des protocoles, il y a des laboratoires qui doivent être reconnus par Santé Canada. J'entends parfois sur les réseaux sociaux que tout ça, c'est triché, que c'est de la poudre aux yeux, une sorte de marketing. Un peu comme on me disait il y a 30 ans, « Luc, tes produits vegan, qu'est-ce qui te prouve qu'ils sont vegan? » On peut également penser, dans d'autres juridictions, pas encore à ma connaissance au Québec ni au Canada, eh bien, il y a les chaînes de blocs qui sont là pour assurer une transparence. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le premier producteur autorisé québécois qui va être capable d'arnacher les chaînes de blocs à sa production,
eh bien, il va avoir le meilleur marketing au monde, puisqu'il sera dans une transparence totale. Alors, approvisionnement sûr, mais également donc des normes d'assurance qualité, autant à l'interne qu'à l'externe. Les gens dans les entreprises, certaines personnes sont payées pour rédiger des procédures d'opération standards. Dans les laboratoires, il y a également des protocoles qui sont mis en place. Le seul problème, c'est que personne ne fait la même chose. Donc, tout le monde mesure, disons-le probablement d'une façon très honnête, mais chacun mesure comme il le veut. Donc, l'échantillonnage, j'ai déjà fait sur ce sujet un épisode au complet, juste l'échantillonnage peut changer la façon ou les résultats d'un test. Alors, il est important de le dire et de le redire. Un approvisionnement sûr, c'est réconfortant dans un contexte où les gens qui font des produits sur le marché noir ne sont plus ceux qui étaient des amoureux de la fleur comme il y a 20 ans, 30 ans. Ces gens-là, beaucoup d'entre eux en tout cas, ont su intégrer le marché légal. Et ceux qui sont sur le marché illégal actuellement, bien, je dirais qu'ils sont d'une autre nature et que la façon dont on est capable de tricher, eh bien, est plus dangereuse pour les consommateurs. Autre acquis positif de la légalisation, le choix, la progression des choix. Alors commençons par la section qui va faire le plus rigoler, la section des mangeables, ces fameux produits comestibles, faits de betteraves, de chou-fleur ou de biscuits le plus laid possible. Pourquoi? Pour ne pas encourager la consommation. Doit-on en rire? Doit-on en pleurer? Le fait est que ces produits maintenant existent, qu'ils sont distribués à la SQDC et qu'ils sont largement disponibles hors SQDC, mais toujours dans un circuit légal, dans le domaine médical, où là, on a accès à une catégorie vraiment beaucoup plus large, avec une sélection et une qualité de produits, je dirais, enviable. Évidemment, les mangeables ne sont peut-être pas les meilleurs produits pour commencer à consommer, mais pour quelqu'un qui est habitué, le mangeable permet de s'extirper du problème des odeurs et de l'acceptabilité sociale. Tu es au club de golf, les gens prennent leur drink habituel, tu sors un joint, ça va mal paraître. Peut-être pas dans ton groupe, mais autour, c'est certain que ça va provoquer des réactions, même en 2022. Tu prends un petit mangeable, zéro problème. Personne ne le sait. Toujours dans la progression des choix disponibles, il y a des pré-roulés de plus en plus intéressants. Sur les réseaux sociaux, les incontournables fervents de la fleur trouvent ridicule d'acheter des pré-roulés et trouvent ridicule d'acheter du moulu. Cela me ramène au cégep, à l'époque où j'y étais, où beaucoup de gens roulaient encore leurs cigarettes. Tout ça a évidemment disparu, mais reviendra peut-être quand on considère l'économie actuelle et le coût de la vie et le coût des cigarettes, tout court. Il y a un choix de plus en plus large de pré-roulés, et si je ne me trompe pas, il y a même des pré-roulés infusés à la SQDC. Encore une fois, si vous allez du côté médical, il y a pas une infinité, mais il y a un choix large et plus qu'acceptable. On peut également affirmer qu'il y a à la SQDC, autant dans les produits en ligne qu'en boutique, en succursale, il y a une mise en valeur des produits québécois. C'est un fait incontournable. Est-ce qu'il y a une mise en valeur des produits des microproducteurs? Je vais émettre un bémol. On est dans le même discours, la même problématique que pour les microbrasseries qui ont 35 ans d'avance sur les microproducteurs de cannabis québécois. Enfin, finalement, le hash est devenu une catégorie noble en soi. Beaucoup de gens vont dire c'est ridicule, le choix est pathétique. Mais ça me fait penser à ce que m'a dit un membre de l'industrie à une époque très influent, je ne sais plus où il est actuellement. Cette personne me racontait qu'au moment de la légalisation, ils avaient des projets de hash. Et pour comprendre quels étaient les choix disponibles pour les Québécois et Québécoises, eh bien, ils sont allés dans le port de Montréal, ils ont contacté la mafia, ils sont allés partout
acheté quelques briques de hache qui venaient du Maroc, Afghanistan, un peu partout. Ils ont pris ces briques, ils ont fait des prélèvements, ils ont envoyé ça au laboratoire et à la grande surprise de tout le monde, ils ont réalisé que la plupart des haches faisaient au maximum 30% de THC. Alors, les gens qui se plaignent du hache qui ne ferait que 30% sont aussi probablement mal renseignés. Est-il possible de faire du hache à plus de 32%? Oui. Ce que je tente d'avancer ici, c'est que l'idée qu'on se faisait des haches avant la légalisation est une fausse idée. Les haches étaient généralement beaucoup plus faibles que l'idée qu'on s'en faisait. Cela ne change rien au fait que, pour une grande partie de consommateurs de hash, le limiter à 30% est une folie. Mais je reviens au discours initial qui est que le hash est devenu en soi une catégorie noble et je trouve que ça élargit la palette des choix possibles pour les Québécois qui s'intéressent à ce type de produit. Dans ce qui pourrait paraître anecdotique, mais qui est très, très, très important, je crois, l'étiquetage progresse également. Je fais une collection d'étiquettes que je ramasse sur les réseaux sociaux pour suivre les progrès et la créativité des producteurs autorisés et surtout des microproducteurs qui innovent une étiquette à la fois. Je pense entre autres à Crystal Cure au Nouveau-Brunswick, qui a été le premier à écrire non irradié sur ses étiquettes, à mentionner évidemment bio et à inclure les terpènes, la date de récolte, la date d'emballage, ce genre de choses. Il y a une progression qui se fait dans l'ensemble de l'industrie et parfois il y a des joueurs qui osent faire les choses différemment. Certains ont tenté de mettre des codes QR. Ils ont dû rétro-pédaler, car pour l'instant, ce n'est pas permis. Mais on va voir qu'il y a des façons de détourner les interdictions des différents législateurs. Donc, un étiquetage intelligent permet aux consommateurs de s'y mieux retrouver. On peut aussi parler d'éducation. D'éducation pas formellement, mais par le rebond, si je peux me permettre. Donc ça, c'est une ovni, une opinion vulgaire non informée. Ce qui n'est pas interdit est toujours moins intéressant pour les transgressions. Nous savons qu'il y a une diminution de la consommation dans certaines tranches d'âge jeunes. On sait aussi que le taux des jeunes âgés de 16 à 19 ans déclarant avoir consommé du cannabis au cours de l'année précédente a donc considérablement diminué, passant de 44 % en 2022 à 37 % en 2021. Beaucoup de législateurs signeraient pour la légalisation s'ils avaient accès à ce type de données. Quand je parle d'éducation, je parle aussi de la capacité de raisonner en termes autres que niveau THC. Évidemment, le THC est l'arme ultime du marketing dans le contexte actuel. Mais de plus en plus, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui sont capables de relativiser l'importance du taux de THC et qui sont capables d'expliquer à d'autres personnes spontanément que c'est un agencement de THC, CBD et autres composés chimiques présents dans le cannabis qui provoque le buzz. Ça, c'est très, très, très encourageant. Je le vois sur les groupes Facebook où, il y a 1 an ou 2 à peine, on ne jurait que par le taux de THC. Il semble même donc que le discours de la SQDC ait été modulé en fonction de cette nouvelle perception chez les consommateurs. Juste une seconde. Merci, MJ. Oh, c'est bon. Donc, les sites pour les achats en ligne progressent. Celui de la SQDC fait de mieux en mieux. Il y a des photos maintenant qui apparaissent. Donc, les irritants restent nombreux, et dans certains cas, c'est mortel pour les entreprises. Mais d'une façon générale, je trouve que en ce jour d'anniversaire de la légalisation, il est important de noter qu'acheter en ligne est de plus en plus facile. Alors maintenant, on tombe dans la catégorie des irritants. Ils sont nombreux, et dans certains cas, ils peuvent être mortels pour les entreprises. Donc, on commence par la surréglementation. La surréglementation, ça semble être une évidence, mais en même temps, on sait que tous les secteurs économiques qui prétendent être capables de s'auto-réglementer, eh bien, ils se gourrent, ils nous mentent, et dans les faits, ils prouvent qu'ils en sont incapables. Donc, tout bouge rapidement, et le cannabis étant non pas un nouveau produit, mais un nouveau produit
commercial, légal, il y a un arrimage à faire entre cette incompréhension naturelle et une éducation qui doit venir à la fois de l'industrie, mais également du revendeur, du pusher officiel au Québec, la SQDC. Il est impossible d'oublier la concurrence du marché ou des marchés illicites. On peut voir que la police partout communique de mieux en mieux ses actions. Ça semble être des gestes concertés. On semble avoir compris qu'annoncer les actions était aussi importante que de les mener. C'est à la fois pour rassurer le grand public, mais aussi pour rassurer, je pense, c'est une ovni, encore une fois, une opinion vulgaire non informée, que c'est une façon de parler aux producteurs autorisés et de leur dire que la police s'occupe de ce problème. C'est aussi l'occasion de demander plus de budget, évidemment, pour tenter d'éradiquer une concurrence à la fois dangereuse pour les producteurs, mais aussi pour les consommateurs. Dans les irritants majeurs, il y a évidemment les limites de 10 mg par portion par emballage pour les produits comestibles. Je n'irai pas plus loin, vous comprenez tout ça aussi bien que moi. La taxe d'assises maintenant, cette ridicule taxe d'assises. Tout le monde dans l'industrie voudrait la faire disparaître. C'est de bonne guerre, pourquoi pas? Mais comment faire pour la taxe d'assises pour les vins ou les autres alcools? Ce que l'on accorde au cannabis devra être accordé également aux autres types de produits intoxicants. Et il n'est pas inutile de le rappeler, mais le Québec a fait une expérience avec les producteurs de vin. Jusqu'à très récemment, la taxe d'assises avait été enlevée et il a fallu une plainte de l'Australie à l'Organisation mondiale du commerce pour que la taxe revienne sur les produits viticoles. Alors, en conclusion pour cette taxe d'assises, la faire sauter serait extraordinaire, mais comment expliquer qu'elle devrait continuer d'être appliquée au vin, par exemple? C'est une belle discussion. La solution de ce problème est peut-être un regroupement de producteurs de produits frappés de cette taxe, et là j'inclus le vin, les spiritueux, avec les gens du cannabis, pour avoir une discussion générique avec le gouvernement. Parce qu'évidemment, dès qu'une industrie va obtenir un avantage, les autres vont l'exiger immédiatement. Dans les irritants majeurs, il y a évidemment les limites du marketing. Ces limites sont contournées quotidiennement. Il y a une sorte de permissivité, mais malheureusement, ça peut rapidement se transformer en arbitraire. Donc, il serait préférable que les limites soient ouvertement repoussées plutôt que permis une fois et refusé une autre fois. Alors, d'une façon générique, un autre des irritants majeurs est l'ensemble des conditions qui favorisent le marché noir. Là, je pense évidemment aux mangeables, je pense au prix, je pense aux limites de milligrammes par portion. Comment faire pour s'assurer que le marché noir n'est pas favorisé par le législateur qui imposerait des limites qui vont à l'encontre de ses choix fondamentaux et de ses choix philosophiques. Donc, encore beaucoup à faire pour trouver une façon de limiter les marchés illicites. D'ailleurs, récemment, il y a eu un exemple assez important au niveau des cigarettes. Si je ne me trompe pas, c'était dans les journaux québécois, il y a peut-être un mois, où des gens sont allés acheter des cigarettes interdites ou illicites, et ils ont été interceptés à leur retour, chose très facile à faire. Hein. Tu passes dans un village, tu en ressors, il y a un seul chemin. Et ils auraient été ponctionnés de 9 ou 10 000 $ si ma mémoire est bonne. Hein. Ne prenez pas ça pour du cash, mais lorsque le législateur a voulu le faire récemment pour les cigarettes, ça a été très facile. On peut penser que ce qui est permis, toléré, presque encouragé pour le marché gris, disons, du cannabis, eh bien, ça pourrait être revu très facilement. Et là, encore une fois, il y a toutes sortes d'ententes et de tolérances qui sont de bonne aloi. Ça, c'est une saga pour une autre fois. Enfin, dernier, peut-être un irritant moins souvent partagé, mais majeur, c'est l'incompréhension des législateurs des cycles naturels de production du cannabis. Entre choisir la graine initiale, faire ses tests, stabiliser le plant, être capable de le cloner, d'en faire des cultivars
et de le cultiver à grande échelle, il y a dans les exigences des législateurs et les obligations naturelles imposées par la plante aux producteurs, il y a une inadéquation. Il y a comment dire, il y a un écart, il y a une trouée, un sillon. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça se joue toujours aux dépens des producteurs qui, d'un côté, sont forcés à innover parce que les consommateurs demandent de la nouveauté et les demandes parfois, je dirais pas insensées, mais qui naissent dans une incompréhension des législateurs pour obtenir des produits comme s'il s'agissait d'un cycle de production en usine où on appuie sur un bouton et la production commence et se termine à l'heure que l'on désire. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça avec les plantes. OK, on a fait un peu le tour de la chose. J'aimerais parler rapidement de la SQDC qui, malgré sa tutelle législative, eh bien, il y a là aussi des progressions. Les employés sont mieux payés. Non, peut-être, sérieusement. On parle pour l'instant à peu près du quart des succursales qui sont en grève. Est-ce que la SQDC est en train d'apprendre à se passer des cannabiciers? Les cannabiciers, c'est un terme que j'ai trouvé dans un dictionnaire québécois et qui décrit les bud tenders en anglais, les fameux commis conseillers de la SQDC. D'ailleurs, j'ai pour vous quelques questions. Quel rôle jouent pour vous les conseillers de la SQDC dans vos achats quand vous allez dans une succursale? Vous arrivez en sachant ce que vous voulez? Est-ce que vous aimez discuter avec les conseillers? S'agit-il pour vous d'une valeur ajoutée dans votre processus d'achat? Si vous avez une opinion ferme et que vous aimeriez la partager, lucprévost@hotmail.com, n'hésitez pas. J'ai eu la chance récemment de discuter avec 2 conseillers en grève. J'ai passé avec eux presque 3 heures et demie. J'ai appris plein de choses très, très intéressantes. J'ai également contacté le syndicat qui, après un premier très bon contact, on a échangé de courriels, on m'a dit « on va te recontacter », eh bien, ils ont complètement disparu de mon radar. On dirait qu'ils ne semblent pas, pour l'instant, souhaiter partager leur point de vue. Pourtant, nos discussions initiales me laissaient croire qu'ils étaient intéressés à partager des informations qui ne sont pas réellement véhiculées dans les grands médias. Personnellement, donc, je suis ambivalent. Ambivalent par rapport au mandat des conseillers qui me semble impossible. Alors j'évite, quand je vais en succursale, de les placer dans une situation difficile en leur posant des questions qui pourraient peut-être m'éclairer, mais qui, eux, les placeraient dans une situation de travail difficile. Je ne dirai jamais que j'aime me passer de leur service, mais leur mandat actuel rend impossible une vraie discussion enrichissante. C'est tout au moins ma perception actuelle, qui est peut-être injuste, mais qui est fondée sur le respect que je dois aux gens qui sont en face de moi et à la connaissance que j'ai de leur mandat. Donc, je sais qu'ils ne peuvent pas faire telle chose ou telle autre chose. Je me souviens que dans mon premier emploi dans un magasin de sport qui s'appelait Arlington, ça n'existe plus depuis des millions d'années, c'était sur le boulevard Taschereau. Quand quelqu'un rentrait et me disait « ça, aimes-tu ça? » je pouvais dire « moi, j'ai skié avec ça, j'ai fait telle chose. » J'étais donc capable de partager des ressentis, des perceptions, des expériences basées sur ma propre pratique du ski. Tout ça est évidemment impossible aux conseillers de la SQDC. Alors peut-être que cet anniversaire de la légalisation, c'est l'occasion de parler un peu de cannabis médical. Cannabis médical a ceci de particulier que si on aborde la chose en termes économiques, on peut dire qu'il s'agit d'une demande qui n'est pas élastique. C'est pour ça que certaines thérapies coûtent $1 million par année, parce qu'on peut la vendre à ce prix-là. C'est aussi simple que ça. C'est aussi pour cette raison que de plus en plus de gens malades se tournent vers le marché noir pour apaiser leur souffrance. Et parlant de souffrance, Santé Canada a publié le jour de l'anniversaire de la légalisation les résultats d'une recherche sur la consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales au Canada. On va y revenir dans quelques secondes. Mais avant, j'aimerais redire que la légalisation a contribué à faire reculer la place du cannabis médical au Canada. Et avec une population vieillissante, un appauvrissement général de la population, on peut penser que le cannabis va être un outil très important dans la panoplie, dans la pharmacopée à venir pour que les gens puissent se soigner autrement. Malheureusement, il y a un recul et ce recul était une des raisons initiales de la présence légale du cannabis au Canada.
Le cannabis médical existe depuis beaucoup plus longtemps que le cannabis non médical et c'est toute cette trajectoire qui nous a permis d'arriver où nous sommes aujourd'hui. Alors revenons maintenant à cette publication de Santé Canada, publication qui a eu lieu donc hier, le jour ou avant-hier, donc le jour de l'anniversaire de la légalisation. Et là, je vais plus ou moins aller texto avec ce que racontent les documents en version française. Cette étude est basée sur un échantillon de grande taille et les données de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2019 à 2020 nous permettent de brosser un portrait plus complet de la consommation de cannabis à des fins exclusivement médicales ou à des fins non médicales. C'est ça qui est intéressant dans cette recherche, c'est la combinaison des deux. Alors, les données indiquent que plus d'une personne de 15 ans et plus sur 5, donc 21 % de la population, vivant au Québec ou au Canada, pardon, a déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 mois précédents. Personnellement, cette statistique est une surprise. Je croyais que les Canadiens fumaient plus. Une personne sur 5, si on compare à l'alcool, je n'ai pas les chiffres pour l'alcool, mais je suis sûr qu'il y a plus qu'une personne sur 5 de 15 ans et plus qui consomme de l'alcool au Canada. Donc ce résultat est réparti entre les personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis à des fins exclusivement non médicales, ça c'est 13 %, celles qui ont consommé tant à des fins médicales que non médicales, ça c'est 5 %, et les personnes qui ont consommé exclusivement pour des fins médicales, soit 4 %. Ce qui est intéressant, encore une fois, on prouve que les Québécois sont distincts. Les résidents du Québec sont moins susceptibles de consommer du cannabis exclusivement à des fins médicales qu'ailleurs au Canada. Donc, le soulagement de la douleur est la raison principale associée à la consommation de cannabis pour des raisons médicales, sauf chez les jeunes qui consomment médicalement pour soulager leurs problèmes de dépression et d'anxiété. Ça m'a troublé, je dois avouer. Qu'un jeune de 15 ans soit capable d'exprimer un besoin médical pour soigner des sentiments de dépression et d'anxiété, ce n'est pas rien. On change de sujet, on reste dans l'étude. Le joint est toujours le principal mode de consommation. Près de 3 personnes sur 4 parmi les consommateurs de cannabis à des fins exclusivement non médicales, ça c'est 73 %, et les consommateurs de cannabis à des fins à la fois médicales et non médicales, là, il y a 70 % des gens qui consomment par combustion de joint. 38 % des consommateurs à des fins exclusivement médicales ont déclaré consommer, surtout en fumant. Donc, une autre ovni, une opinion vulgaire non informée, les consommateurs de cannabis à des fins exclusivement médicales semblent avoir compris les dangers inhérents de la combustion. Mais l'information la plus pointue pour moi, et peut-être la plus importante pour les prochaines années, est la suivante. Environ 1 personne sur 10 ayant consommé du cannabis au cours des 12 mois précédents a utilisé un vaporisateur. Ce type d'appareil semble de plus en plus efficace et les prix descendent. Moi, j'en ai acheté plusieurs au cours des dernières années. Ils sont tous dans un tiroir. Aucun fonctionne correctement ou ceux qui fonctionnent mal, selon mes propres critères. Il est clair que l'utilisation d'un vaporisateur ne présente que des avantages pour la santé des poumons. Un instant. J'aimerais un jour faire un petit sondage qui soit significatif, voir quel est l'appareil qui est le plus utilisé et les raisons de son utilisation. Je pense que ce serait un geste ou une recherche utile et pertinente. Si vous avez des idées pour m'aider, n'hésitez pas à me contacter, lucprévost@mail.com. Alors, parlant toujours de l'anniversaire de la légalisation, voici une nouvelle qui est passée sous les radars. Et c'est un article de Tara Deschamps de la presse canadienne qui a été publié dans le journal Le Soleil. Oui, le jour de la célébration de la légalisation canadienne, 3 anciens dirigeants de la société CanTrust Holding ont décidé de plaider non coupable à des accusations d'avoir fait pousser illégalement des tonnes de cannabis alors qu'ils avaient déjà une licence de production standard de Santé Canada. Les 3 dirigeants sont non seulement accusés de fraude, mais également d'avoir facilité son déroulement, tout en étant accusés de délit d'initié, en plus d'avoir créé des faux documents. Les ex-dirigeants accusés s'exposent à un maximum de 5 ans de prison, moins un jour, et à une amende maximale de 5 millions.
Ça va être intéressant de voir ce qui se passe parce que dans le Code criminel canadien, 3 personnes qui se regroupent pour faire quelque chose d'illégal, eh bien, c'est la définition du crime organisé. Évidemment, CanTrust renaîtra de ses cendres déjà, sous le nom de Phena Holding, P-H-O-E-N-A. Et cette entreprise a récemment reçu un financement de 17 millions de dollars d'une société hollandaise. Ça, c'était une nouvelle triste le jour de l'anniversaire de la légalisation. D'ailleurs, dans mes échanges au cours de la journée, beaucoup de gens m'ont dit que c'était une journée triste, qu'il n'y avait surtout que des mauvaises nouvelles. Mais j'en ai trouvé une très, 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 très bonne. À la fois symptomatique des malheurs de l'industrie, mais également une nouvelle porteuse d'espoir. C'est que le producteur autorisé Neptune a finalement trouvé un acheteur pour son usine. Et c'est Purcan Pharma, du groupe Silicycle, qui a racheté pour un peu plus de 5 millions de dollars les installations de Neptune et quelques marques. Tout ça évalué en juin, une auto-évaluation de Neptune. Tout ça donc évalué à 21 millions de dollars. S'agit-il d'une vente de feu? Je vais vous laisser apprécier ça à votre façon. La transaction devait être payée en espèces. Ça m'a marqué, par contre. C'est très bien pour le producteur autorisé Purcan Pharma. D'ailleurs, il prévoyait construire, mais c'est toujours plus simple d'acheter un bâtiment qui est là s'il correspond à ses besoins. Mais ce qui est également merveilleux, c'est les talents québécois qui pourront continuer de travailler dans un secteur industriel qui les passionne, rien de moins. Et je pense même que le président de Purcan Pharma a dit en entrevue qu'il allait faire le maximum pour tenter de récupérer toute l'équipe initiale. C'est un geste intéressant, intelligent et à imiter. Dès quelle heure? Un instant. Et MJ, merci beaucoup. Toujours très bon. OK, un dernier partage qui n'est pas relié à l'anniversaire de la légalisation. On peut penser donc que si vous écoutez Top Pot, vous consommez du cannabis. Alors j'ai une question ou une série de petites questions à vous poser, mais ne répondez pas à haute voix. Est-ce que vous croyez que vous urinez plus souvent quand vous consommez? Est-ce que vous croyez que votre consommation vous pousse à uriner plus fréquemment? Mais Luc, pourquoi tu nous poses cette question? Qui n'est pas compliquée, qui est facile à répondre pourtant. Alors si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous avez un doute, c'est sûr. C'est que j'ai trouvé une recherche intrigante publiée le 21 septembre 2022 dans The American Journal of Medicine. L'étude s'intéresse à la vessie hyperactive et à la nicturie. Nicturie s'écrit N-Y-C-T-U-R-I-E et c'est un mot qui est formé de l'affixe d'origine grecque nicti, qui veut dire nuit, et uri, qui veut dire urine. Ça, c'était un nouveau mot pour moi. Et c'est un problème que je ne connais pas parce que je dors profondément, probablement grâce au cannabis. Alors, plusieurs recherches établissent depuis longtemps que le cannabis peut soulager certains types de problèmes urinaires. Mais cette recherche récente semble aller dans une direction contraire. Le sujet est important car les médicaments qui existent pour traiter les vessies hyperactives, eh bien, ces médicaments soulagent certains patients, mais entraîne quantité d'effets secondaires indésirables. Comme la recherche médicale appliquée au cannabis se développe partout, eh bien, il est normal que la science tente également de résoudre cette condition, ou de s'y intéresser en tout cas, pour comprendre ce qui se passe et comment cela affecte une grande partie de la population. Alors, les patients inscrits à l'étude étaient âgés entre 20 et 59 ans et devaient autodéclarer la fréquence de leur consommation, plus d'autres informations comme l'âge, le sexe, la race, le revenu annuel du ménage, le ratio revenu familial, pauvreté, le niveau d'éducation, l'état civil des participants, donc l'indice de masse corporelle, le syndrome métabolique, le diabète sucré, s'ils en avaient évidemment, l'hypertension, le tabagisme, etc. Un second questionnaire permettait d'évaluer la présence des symptômes d'une hyperactivité de la vessie. Et la conclusion? Eh bien, cette étude démontrerait que les consommateurs réguliers de cannabis avaient une probabilité plus élevée de développer et de souffrir d'un problème de vessie hyperactive. Et la nicturie, l'un des symptômes de l'hyperactivité vésicale, était significativement plus élevé chez les consommateurs réguliers. Donc, pour l'instant, en attendant d'en savoir plus,
Le cannabis semble peu intéressant pour traiter les vessies hyperactives. Et voilà, c'était le 123e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire. lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie beaucoup, énormément, pour vos partages, votre écoute et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.